Bonsoir à tous. À la une de l'actualité guinéenne, journée commémorative des 35 ans de disparition de feu président Ahmed Sékou Touré. Les témoignages des parents et amis, c'est dans ce 21h. Pour la bonne marche des élections législatives dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante a tenu une rencontre ce mardi avec les acteurs de la société civile. Les détails, c'est dans cette édition. Finalement, les dés semblent se retourner contre le président algérien. C'est au tour du chef d'état-major des armées de demander une vacance du pouvoir. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Et bienvenue à tous. Ce 26 mars, nous ouvrons ce journal avec cet élément. Un homme, une légende, une histoire. Ahmed Sékou Touré incarne une grande partie de l'histoire de l'indépendance guinéenne. Suivez le parcours de cet homme dans ce commentaire signé Salimatou Diallo. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922, fut le premier président de la Guinée. Avant l'indépendance, il travaille pour les services postaux où il est malheureusement bloqué dans son ascension professionnelle. Il s'investit dans le syndicalisme en devenant un des meneurs de la jeune génération guinéenne. Il participe à la fondation du Parti démocratique guinéen, antenne locale du Rassemblement démocratique africain, parti agissant pour la décolonisation de l'Afrique, position qu'il utilise pour lancer des critiques pointues au régime colonial. Lors de la visite effectuée par le général de Gaulle à Conakry pour défendre le maintien de la Guinée dans la communauté française, la foule se met à le huer. Cet incident organisé à l'instigation de Sékou Touré lui vaut une solide rancune de De Gaulle. En 1958, les Guinéens disent non au référendum parrainé par le gouvernement français sur l'union avec la France et choisissent l'indépendance totale qu'ils obtiennent le 2 octobre 1958 avec Sékou Touré à la tête du pays. La Guinée est la seule des colonies africaines de la France à voter pour l'indépendance immédiate, tandis que le reste de l'Afrique francophone choisit l'indépendance 2 ans plus tard. Le président De Gaulle réagit en ordonnant aux fonctionnaires et techniciens français de quitter immédiatement la Guinée, ce qui suscite un certain nombre de difficultés pour le jeune État guinéen. Les colons français emportent avec eux tout leur matériel de valeur et surtout les liens économiques sont rompus. Malgré les difficultés, Sékou Touré affirme préférer la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Selon Amnesty International, de 1958 à 1984, 5000 personnes auraient été exécutées au Camboiro, ce parfois après des tortures inhumaines dénoncées. Le 20 mars 1984, après de nombreux déplacements pour l'organisation du 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, il conclut le congrès des syndicats de la CEDEAO en déclarant, je cite, « Je resterai syndicaliste jusqu'à ma mort », fin de citation. Quelques heures plus tard, il est pris de fort malaise. Sékou Touré meurt le 26 mars 1984 à 15h23 à Cleveland, aux États-Unis, lors d'une opération de chirurgie cardiaque. Sa dépouille est rapatriée le 28 mars et exposée pendant 2 jours au palais présidentiel. Il est inhumé le 30 mars au mausolée de Camayen. Cela fait exactement 35 ans depuis la disparition de feu Ahmed Sékou Touré. Compagnons et amis ont tous rendu hommage à cet homme africaniste ce 26 mars. À la clé, une lecture de Saint-Coran. Cette journée commémorative a connu une mobilisation à la mosquée Faisal. Aliou Diallo pour le récit. Tous habillés en blanc, amis, sympathisants, parents et collaborateurs de camarades Ahmed Sékou Touré ont effectué des prières dans la grande mosquée Faisal. Cette commémoration est une occasion pour bon nombre de se souvenir. Nous avons une autoroute aujourd'hui qu'on appelle l'autoroute Fidel Castro, on le doit à Ahmed Sékou Touré. Un palais du peuple que la jeunesse guinéenne utilise encore, c'est grâce à Ahmed Sékou Touré. La révolution culturelle socialiste, c'est avec Ahmed Sékou Touré. Nous, les enfants des pauvres, nous avons étudié de la première année de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Tous les cadres qui marchent sur la peau ou sur la tombe de Ahmed Sékou Touré aujourd'hui doivent leur instruction à Ahmed Sékou Touré. Personne ne me démentira que son père a mis 1 franc dans sa formation de la première année de l'école primaire jusqu'à l'université. Je défie quiconque, y compris moi-même. Il a été le président
de la République. Il a été le premier président de la République dans notre pays. Et c'est lui qui a conduit le pays à l'indépendance, à la souveraineté nationale, à la liberté. Et je crois que c'est au travers, n'est-ce pas, de ces lunettes-là qu'il faut qu'on lise ce que l'homme a été, la dimension de son œuvre. Dans la foulée, le dénominateur commun de tous les témoins est celui de reconnaître Sékou Touré comme précurseur de l'indépendance de la Guinée. Au-delà, il y a aussi sa vision du développement du pays. Le président Ahmed Sékou Touré, c'est mon père, c'est difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était une personne humble, c'était surtout une personne qui disait la vérité et qui pratiquait la vérité. Avec les autres, avec tous ses compagnons, El Hadj Sefoulaye Diallo et tous les autres, Adja Mafori Bangoura, pour l'indépendance de ce pays et surtout pour l'émancipation de l'homme noir, de l'homme africain. Et l'émancipation de la femme guinéenne aussi, il a beaucoup fait. Il a traversé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés et il y a eu des moments difficiles et des moments de grand bonheur dans ce pays. À la fin de la cérémonie, des prières ont été formulées à l'endroit du feu président Ahmed Sékou Touré, mais aussi ses compagnons comme Sefoulaye Diallo et tant d'autres. De souvenir en souvenir, l'ex-première dame André Touré retient de son mari un homme juste et courageux. Il militait au sein du syndicalisme contre l'injustice avant d'intégrer le PDG RDA. Elle se souvient au micro de Kaïdou Chérif Fofana. C'était un homme très simple, très généreux, très bon, qui aimait son peuple et qui l'a servi tout le temps. Il a dit, j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de mon peuple. Il a buté l'indépendance. Parce que quand le président Sékou Touré, avant qu'on ait le général de Gaulle a fait une tournée à travers tout le territoire, le pays colonial français à l'époque. Et on lui a dit, ah, il faut aller voir Sékou Touré, parce que c'est que lui, il va dire ce qui va faire. Vous voyez, la Guinée n'était pas prévue, mais nous avons eu la chance. Il est venu faire. Il est venu. Ça fait. La Commission électorale nationale indépendante continue sa concertation initiée il y a de cela quelques jours. Ce mardi, elle a rencontré les acteurs de la société civile guinéenne en vue de mieux préparer les prochaines législatives en Guinée. Thierry Falilou Diallo. À l'entame de cette rencontre d'échange, avant de présenter la nouvelle équipe de la CENI, le président de l'institution en charge des élections en Guinée a souligné les enjeux de cette réunion. Au moment où nous engageons la réflexion sur de nouvelles échéances électorales nationales, il était donc normal de vous convier à cette concertation, à l'image des séquences que nous avons eues avec les autres chapelles politiques et partenaires techniques et financiers dans ces mêmes lieux. Dans les débats, les premiers échanges ont porté notamment autour de la gestion des recommandations de l'audit du fichier électoral. À ce niveau, la plupart des représentants des plateformes présentes se sont plaints. La CENI a manqué de pédagogie dans cette démarche des rencontres des acteurs de la société civile parce qu'on nous a demandé de nous prononcer sur les recommandations du fichier de l'audit. Et nous n'avons jamais reçu, n'est-ce pas, les recommandations officiellement de la part de la CENI. Donc on a signifié à la CENI qu'on ne peut pas discuter sur le contenu d'un document qu'on n'a pas reçu. Et donc le président a pris l'engagement de rectifier le tir, de pouvoir nous partager le document les jours à venir et de créer un autre cadre pour qu'on puisse se rencontrer, échanger et discuter sur les recommandations de l'audit du fichier électoral. Second point abordé, l'utilisation des NTIC dans le processus électoral. Là également, des inquiétudes ont été soulignées. On fait un choix technologique en prenant en compte les clés de sécurité qu'il y a et tous les mécanismes de contrôle qui doivent accompagner ça. Et les technologies sont ce qu'elles sont, elles ont leur niveau de fiabilité. C'est à nous de mettre des garde-fous pour s'assurer que ça soit utilisé avec la moralité requise. Sur ces inquiétudes relevées, le président de la CENI a voulu rassurer la société civile. Nous voulons user ce débat
pour qu'on puisse discuter de la technologie, l'utilisation de la technologie dans nos élections, quelle qu'elle soit. Mais quelque chose qui soit garanti, qui soit fiable, qui soit intègre, auquel tout le monde peut accéder. Les critères de désignation des représentants au niveau de la CENI, la problématique des subventions apportées aux partis politiques et la composition des membres des CARL ont été des points supplémentaires touchés lors des échanges. Dans le même ordre d'idée, la Commission électorale nationale indépendante a également rencontré la mouvance présidentielle ce mardi autour des mêmes thématiques. Suivez. Le rapport a été officiellement mis à la disposition du comité de suivi qui n'a pas encore invité ses membres pour partager le contenu du rapport. Un rapport, c'est quoi? Tu fais un rapport, le rapport t'est transmis et tu te prononces sur le rapport. Tu es d'accord sur le point A et B et C, tu n'es pas d'accord sur le point D, E et F. C'est après ça, avec celui qui a rédigé le rapport, que vous validez le rapport. En ce moment, il devient un outil de travail. La technologie aujourd'hui, c'est ce qui est introduit dans toutes les élections, partout dans le monde. Nous sommes les derniers à le faire. Même des pays qui sont moins nantis que nous utilisent déjà la technologie. C'est vrai, comme je l'ai dit, l'opposition croit toujours que la mouvance va mettre d'abord des voix sur des puces pour mettre dans cette technologie. C'est pourquoi nous demandons. Nous sommes d'accord pour l'introduction de la technologie, mais que cette technologie soit suffisamment fiable pour mériter la confiance de tous les acteurs, pour ne pas qu'il y ait, comme à l'accoutumée, des contestations. L'invite de la politique en milieu scolaire en Guinée suscite plusieurs interrogations. La politique a-t-elle sa place auprès des apprenants? Cette cohabitation a-t-elle des conséquences en Guinée? Pour répondre à toutes ces questions, Alpha Bakar Sangdiallo et Lansana Traoré sont allés à la rencontre d'un docteur en sciences politiques. Suivez. L'implantation du RPG arc-en-ciel dans le milieu scolaire fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi donc la politique doit cohabiter avec les institutions d'enseignement? Voici la réponse d'un politologue. Il faut remonter aux années 70 pour comprendre comment est-ce que les politiciens, les leaders politiques ont commencé à s'intéresser donc aux universités, parce que la politique ne doit pas être vue comme une simple affaire de politiciens ou de politique politicienne. Donc à partir de ce moment, la politique c'est aussi un débat d'idées, la politique c'est des programmes et la politique c'est une façon en fait d'organiser la société du point de vue des idées. Donc il fallait aller à l'encontre des chercheurs, il fallait également aller vers les étudiants. Donc voilà pourquoi très vite, ces leaders politiques se sont intéressés aux universités. Du point de vue principe, ce chercheur soutient que la politique a bel et bien sa place auprès des étudiants. Ça permet aux étudiants de discuter d'idées, de mieux comprendre les programmes politiques, de mieux comprendre les clivages idéologiques entre les partis politiques et quelque part aussi d'enrichir les programmes et les projets de société des partis politiques, si c'est des partis qui sont critiques. Ça, c'est vraiment l'avantage. Ça permet à la politique de ne pas être simplement un combat pour le pouvoir, pour des intérêts égoïstes. Ça permet de considérer la politique comme un combat d'idées, donc une bataille sur des idées, sur des principes, sur des valeurs et sur des programmes. Cependant, dans la configuration politique actuelle de la Guinée, l'invite de la politique dans le milieu éducatif pourrait avoir des conséquences. En Guinée, les clivages entre partis politiques sont essentiellement des clivages basés sur des clivages ethniques et communautaires ou régionalistes. Donc, transporter ces partis tels qu'ils sont structurés aujourd'hui dans les universités frôle en fait l'ethnicisation ou la régionalisation des universités. Et on sait généralement que d'un point de vue pratique sur le terrain politique, le combat entre les partis politiques, ce n'est pas un combat idéologique. On le sait, ce n'est pas un combat programmatique. Ces attaques verbales ou encore ces affrontements parfois physiques et violents entre des militants qui ne sont pas des militants politiques au sens strict du terme, c'est de transporter ces problèmes dans les universités. C'est cela le risque.
Les travaux au compte de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social ont été lancés ce mardi à Conakry. Une rencontre à l'issue de laquelle un compte-rendu des activités menées ces derniers jours par l'institution ainsi que celles prévues ont été déclinés par la présidente du CES, Oumar Sow. C'est une session de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social qui devrait durer 60 jours. Des travaux qui ont débuté tout d'abord par la mise en place du comité d'élaboration du rapport général sur le thème d'autosaisine avec les avis et recommandations destinés à l'exécutif et au législatif. Au titre de la commission 1, le thème de l'autosaisine, la promotion des activités rurales et de l'environnement dans le cadre de la promotion du développement durable et de la chaîne des cultures vivrières, industrielles, maraîchères et fruitières. Ce thème correspond à une des préoccupations principales de l'heure et qui vise surtout le foncier ainsi qui a trait à sa sécurité et à l'accès des populations. Aussi, votre étude approfondie de la question permettra de dégager des pistes et solutions aux multiples problèmes soulevés par la gestion des réserves foncières en Guinée pour la sécurité et le bonheur des acteurs de l'agriculture. La présidente du Conseil économique et social a dressé le bilan des activités réalisées ainsi que les missions effectuées au cours de ces 3 derniers mois d'intercession. Par ailleurs, elle est revenue sur les 4 thèmes qui seront développés durant la session. 1. Promotion des actions de développement économique en Guinée avec une dynamique de préservation des réserves forestières nationales, communautaires et privées dans une logique de développement durable et d'adaptation au changement climatique en Basse-Guinée pour la Commission de la promotion des activités rurales et de l'environnement. 2. La place et le rôle des médias publics et privés dans le processus de la décentralisation et du développement local en Guinée. Pour la Commission des infrastructures de la décentralisation, du développement local et de l'aménagement du territoire. 3. La problématique des crises syndicales en Guinée. Comment en sortir? Pour la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles. 4. Étude de l'impact des troubles sociaux sur l'économie guinéenne et des mesures de prévention pour la Commission de l'économie et de la conjoncture. Des thématiques choisies en fonction de leur pertinence, vu le contexte socio-économique que traverse le pays. Un feu s'est déclaré mardi lors des opérations de déguerpissement des occupants des domaines publics maritimes au Petit Bateau. Ce quartier situé dans la commune de Kaloum a été débarrassé des baraques qui étaient érigées en bordure de mer par des citoyens qui exercent toutes sortes d'activités. Lansana Traoré. Petit Bateau, un quartier situé dans la presqu'île de Kaloum. Rien qu'à voir le plan d'occupation, l'on se croirait dans un township. Cette zone transformée en refuge a reçu la visite de l'équipe en charge de déguerpissement. Des occupants bagages sur la tête et à main faisaient la navette. Ce que les gens sont faits ici, c'est pas bon. On est en train de souffrir ici, il y en a les pauvres ici. Personne à égal les étrangers qui sont ici. Ils ne peuvent pas dormir, sauf à l'intérieur. Ça, c'est pas bon, à logique. Moi, je suis pêcheur. Je loge ici. Je pars là-bas, je cherche mon linge, après je rentre, je me couche mal là, il n'y a pas d'entrée chez moi. Pendant que l'opération se poursuit, un feu s'est déclaré et calciné toutes les baraques. Il y a eu plus de peur que de mal avec l'intervention des sapeurs-pompiers. Pour le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, cette action vise à créer de l'espace pour une amélioration de la ligne ferroviaire du port. Il va y avoir une pénétrante, nous allons faire une amélioration de la ligne ferroviaire. Il y a des travaux qui sont en cours et qui vont commencer ici. Et il ne faudrait pas que cela soit empêché par la présence de personnes qui soient venues s'installer de façon illégale, en tout cas de façon désordonnée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce dégagement ait lieu afin qu'on ait de l'espace pour que le travail puisse se faire correctement.
D'autres dispositions sont également envisagées par le gouvernement. Il y a deux choses qui se présentent. Dans un premier temps, quand on dégage que le projet, il n'y a pas de projet, ça devient un problème. Donc les gens après reviennent. Deuxième chose, quand on dégage, il faut forcément faire la suivance. Il faut qu'il y ait un dispositif qui puisse permettre de suivre permanemment les zones dégagées afin de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'installer. Je pense que vous pouvez être certain. La première des choses, c'est qu'il y a un objectif, il y a un programme précis du président de la République en ce qui concerne le port. La deuxième des choses, c'est que nous avons une brigade. Le président lui-même a décidé de mettre en place notre brigade qui va renforcer la surveillance au niveau des différentes zones qui sont des zones appartenant à l'État et qui sont mal exploitées, en tout cas utilisées par d'autres personnes. Au dire du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, la Banque islamique de développement annonce des investissements au niveau de la décharge de la minière. Un investissement conditionné par le départ des populations installées au niveau de ce compost. Issue d'un arbre appelé pommier, la pomme est un aliment comestible d'un goût sucré et acidulé. Ce fruit est réputé pour être excellent pour la santé, notamment grâce à ses vertus. Nanten Nkondé s'est intéressé à ce sujet. Suivez son reportage. La pomme, comme beaucoup d'autres fruits, est riche en fibres, en vitamines et possède également un effet de coupe-faim. Elle contient 85% d'eau, ce qui lui vaut son pouvoir désaltérant. La pomme regorge d'innombrables bienfaits, notamment les sels minéraux, le potassium, le magnésium et le phosphore. Elle facilite également la digestion à ses consommateurs. Ça facilite la digestion, c'est-à-dire c'est très important dans l'organisme humain. Surtout les pommes vertes là, contre la vision, c'est très bon pour les vieux. Ce client venu acheter la pomme renchérit à son tour. S'il y a la tension ou bien diabétique, le vert c'est plus bon. Quand je mange le riz, des fois je prends ça. Alors, comment les vendeurs s'en procurent-ils en Guinée? Ces pommes vertes là, on prend ça à Dixine. Les pommes rouges là, on prend ça à Madina. Ça fonctionne des quantités qui est dans les cartons qu'on revend. Si la quantité est grosse, on revend à 3 10 000, 3 500. Si la quantité est petite, on revend à 3 000 ou à 2 500. Comme toute activité, les vendeurs de ces fruits rencontrent également des difficultés. À l'heure actuelle, il n'y a pas tellement marché et encore avec notre gouvernement, nous sommes au bord de la route. À tout moment, il y avait le dérangement. Ils venaient nous accaser, les pommes tombaient un peu partout. Mais si ça tombe, c'est fini, ça va gâter. La pomme, comme tous les autres fruits, regorge d'innombrables vertus au fonctionnement de l'organisme humain. Des citoyens pris hors micro pointent du doigt la cherté de ces fruits sur le marché guinéen, d'où leur faible consommation malgré leurs bienfaits. Sport dans ce journal, la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de football est actuellement dans la commune de Ratoma. Plusieurs jeunes filles et garçons dont l'âge varie de 10 à 14 ans étaient venus tenter leur chance afin de rejoindre la première académie de football. Abdoulaye Fofana était sur place. La mission de prospection de la Fédération guinéenne de football poursuit son cours normal dans la capitale. Ce lundi, ils étaient au terrain de proximité de Sous le Primo dans la commune de Ratoma. Contrairement aux autres communes, la mobilisation est de taille. Plus de 500 enfants sont venus des différents quartiers pour tenter leur chance afin de rejoindre la première académie de la Fédération guinéenne de football. Nos sentiments sont bons parce que vu que l'événement c'est la première fois dans la capitale, et le départ, ça a été un peu difficile, mais au fur et à mesure que l'écho c'est pas plus dans la capitale, on voit que de plus en plus il y a l'engouement, les enfants sont motivés et puis des fois ils sont même accompagnés par leurs parents. Visiblement satisfait de la venue de cette mission de prospection, le président du district de football de la commune de Ratoma jubile. Ah, franchement, ça se passe à merveille. Hein. Et donc, par rapport à cette détection, nous les membres du district, on s'était concertés en avant. On a eu, n'est-ce pas, à mettre 6 stades à leur disposition, tels que le stade de Taouya, le stade de Kipé, le stade de Nongo, c'est-à-dire au niveau de l'académie de Nongo. Et ensuite le stade de Sous le Primo. Après ici nous allons aussi partir au niveau du stade de Wanindara. De Wanindara aussi à le stade de Sonfonia. Donc franchement tout se déroule dans les meilleures conditions. Déçu de sa non-sélection par cette mission de détection, ce jeune reste positif et encourage ses autres coéquipiers. J'ai venu ici pour jouer ce match-là, pour partir. Ça se passe mal parce que je n'ai pas reçu. Je vais dire à mes amis, ils vont faire du courage puisqu'ils vont partir.
La mission de prospection de la direction technique de la Fédération guinéenne de football a été lancée au mois d'octobre au Fouta. Toutes les préfectures ont reçu la DTN. De nos jours, ils sont plus de 1000 enfants de 9 à 13 ans, filles et garçons présélectionnés. Le sprint final aura lieu au centre technique de Nongo au mois d'août. Les joueurs qui seront retenus vont définitivement intégrer la première académie de la FEGIFOOT. Sur le continent, au Mali, après l'attaque par des hommes non identifiés d'un village Peul du centre du Mali, samedi qui a fait au moins 160 morts, le groupe d'autodéfense Dogon-Dana Ambassagou a été dissous par les autorités. Le Premier ministre Soumeïlou Boubei Maïga a rappelé dimanche que seul l'État avait le monopole plutôt de la protection de la population. Car aujourd'hui, cette milice n'est pas le seul groupe armé présent dans la zone. Tous ont été donc invités à participer au processus de désarmement initié par le gouvernement malien. En Algérie, après 5 semaines de mobilisation contre le maintien à la tête du pays d'Abdelaziz Bouteflika, les partisans du président sont de moins en moins unis. Le nouveau gouvernement promis par la semaine dernière n'a toujours pas été formé et le premier parti du pays, le FNL, est de plus en plus divisé. D'ailleurs, cet après-midi, le chef d'état-major a clamé l'application de l'article 102 de la Constitution qui constate l'état d'empêchement du président, une déclaration qui pourrait marquer un tournant dans le mouvement de protestation. C'est un revers judiciaire pour Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris a rejeté le lundi 25 mars le recours de l'ancien président de la République contre la décision des juges de le renvoyer en correctionnel dans l'affaire de corruption et de trafic d'influence. À la Cour de cassation, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles auprès d'un magistrat en marge de l'affaire Bettencourt. Et au cœur donc de l'accusation et des écoutes téléphoniques entre Nicolas Sarkozy, qui lui utilisait le pseudonyme de Paul Bursnik, et son avocat. La première ministre britannique a perdu lundi soir le contrôle de la Chambre des communes. Les députés, dont une trentaine de conservateurs et quelques ministres, ont voté contre les ordres du gouvernement. En outre, 3 secrétaires d'État du gouvernement de Theresa May ont démissionné lundi soir en désaccord avec sa stratégie de la sortie de l'Union européenne lors d'une soirée dramatique qui a vu le Parlement britannique voter pour reprendre le contrôle de l'agenda du Brexit. Et c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne suite du programme à nos compagnies. Au revoir.